Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce petit atelier donc, qui va concerner l'identification des contenus produits par l'intelligence artificielle. Alors on vous présente Label for AI. C'est une start-up deep tech en fait, qui a pour mission de détecter les contenus qui sont générés par l'IA. Et tous les contenus, c'est-à-dire l'image fixe, le son, la vidéo, mais également le texte qui est assez particulier à tatouer. Label for AI, ça veut dire en anglais la labellisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire son étiquetage, son identification, sa catégorisation en tant qu'élément tout ou partie forgé par l'intelligence artificielle. Le 4 de Label for AI, c'est également représentant les 4 modalités que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire qu'on est multimodal, puisqu'on supporte tous les supports pour pouvoir les détecter. Label for AI, c'est une start-up qui a à peine un mois, qui est deep tech, qui est hébergée chez PTCC, donc Campus Cyber, et qui en fait est la réunion de cofondateurs d'horizons très différents. Le premier horizon, c'est la recherche pure, puisqu'on a des liens très très forts avec l'INRIA, mais également aussi un peu avec le CNRS. C'est aussi la réunion de fondateurs qui viennent du monde du digital watermarking, je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Et puis, c'est aussi la réunion d'acteurs plus politiques et réglementaires, dont je suis donc le représentant ici en tant que président, puisque vous allez voir que c'est un objet qui est intrinsèquement politique au-delà de l'aspect technique, puisque ça concerne la diffusion de fake news, de deepfake. Voilà, on n'a pas besoin de vous faire l'article là-dessus, c'est assez connu pour ça. Alors, il n'y a pas d'équivalent français pour traduire digital watermarking, il faut comprendre tatouage numérique, marquage numérique ou filigrane numérique. Pour vous donner 3 analogies tout de suite, pour que vous compreniez tout de suite de quoi il s'agit, c'est comme si on cachait à l'intérieur de tous les contenus générés par l'IA une carte d'identité spécifique, unique à ce contenu, qui nous permet ensuite de l'extraire et de pouvoir faire une affirmation sur ce contenu qui était contenu dès l'origine, donc par ce petit signal que nous avons rajouté, et qui permet de faire une affirmation sur le contenu. Une autre analogie, c'est par exemple pour le Covid, c'est comme si vous vacciniez chaque contenu de manière à ce que quand il vit sa vie en ligne, il soit mieux protégé contre des détournements en deepfake ou en fake news. La troisième analogie que je vais prendre, c'est la fameuse encre sympathique, vous savez, au Moyen-Âge, notamment donc l'écriture au citron. Eh bien, il faut comprendre que nous, en fait, quand on va rajouter un signal, c'est comme si c'était l'encre au citron, et derrière, on a un algorithme qui fait comme en fait la bougie et qui permet de faire afficher le message. Donc en fait, c'est la réunion de 3 pans scientifiques, de 3 domaines scientifiques, qui sont le traitement de signal. Le traitement de signal, c'est comment j'interprète, comment je modifie, comment je traite le signal. La deuxième, c'est de la stéganographie, c'est-à-dire l'art de rendre invisible des éléments à l'œil humain. Et le troisième, c'est la cryptographie messager. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Le marquage, donc watermarking, ça fait penser donc à water, c'est une marque comme de l'eau en fait, qui est aussi souple, qui est aussi invisible que l'eau et qui est aussi résistante que l'eau. Dorénavant, on se rend compte que sur le plan politique international, il y a un consensus qui est, que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument qu'on puisse identifier les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle. Ce politique, en fait, ensuite, il s'est tourné vers le scientifique pour dire mais quelles sont les méthodes, les meilleures méthodes pour arriver à cette fin. Et ils se sont rendus compte, c'est notamment un rapport du National Institute of Science and Technology aux États-Unis, mais également en Europe, où on se rend compte que le digital watermarking, donc le tatouage numérique, est en fait scientifiquement la technologie la plus adaptée pour arriver à cette fin d'identification, mais qui était une technologie qu'on dit active, puisqu'elle nous donne un avantage à nous, ceux qui veulent la détecter, puisqu'il y a quelque chose qui nous aide dans ce contenu. Et quand on l'extrait, on sait ce que c'est que ce contenu, contrairement aux méthodes passives, qui ont toute leur utilité, mais qui ont beaucoup plus de limites, puisqu'encore une fois, elles ne sont pas aidées, elles n'ont pas cette petite longueur d'avance qu'a le digital watermarking pour qualifier tel ou tel type de contenu. Alors, quand on dit watermark, en fait, ou tatouage numérique, on n'a rien dit, parce que ça peut vous faire penser au filigrane, par exemple, qu'on peut voir des fois sur des images, ou de filigrane que vous pouvez mettre sur votre passeport pour ne pas vous faire piquer votre identité. Eh bien, tous les watermarks ne sont pas du tout égaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 questions fondamentales pour qu'un watermark soit efficace dans le but qu'on lui a assigné. Le premier, c'est sa robustesse, c'est-à-dire sa capacité à résister aux altérations communes sur Internet. C'est typiquement l'écrasement des métadonnées, l'adjonction d'éléments au-dessus, la suppression, la modification ou l'intervention totale ou partielle d'intelligence artificielle dans un contenu. Donc ça permet au final de distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire ce qui est produit par l'homme de ce qui est produit tout simplement par la machine.
Alors, ça c'est le premier élément, c'est la robustesse. Le deuxième élément, c'est sa sécurité. Dans le sens où, si quelqu'un peut imiter mon marquage numérique, ou si quelqu'un peut le supprimer trop facilement, ce serait totalement contre-productif parce que ça participerait en fait, paradoxalement, à saper la confiance du public dans ce type d'outil technologique qui permet d'identifier les contenus. Donc, il y a deux aspects, la robustesse et la sécurité, et nous, Label For.ai, on se place au maximum possible scientifique de ces deux volets, sans quoi le watermark n'est pas réellement efficace. Alors, on va vous proposer en deux temps cette intervention. La première, on va vous proposer une plongée un peu deep dive avec l'intervention de Teddy Furon, qui est directeur de recherche à l'INRIA et qui est aussi cofondateur de la société et qui est notre conseiller scientifique. On va commencer par ça pour vous expliquer le fondamental, finalement, scientifique, qui est le sous-jacent de notre technologie. Et dans un deuxième temps, avec Ronnie, notre CTO, on vous proposera un petit exercice rigolo, puisqu'on va se faire passer pour des escrocs. On va essayer d'aller détourner de l'argent. Et du coup, on va voir ce qui se passe avec cette méthode que nous défendons, qui est le digital watermarking. Donc, tu peux mettre Teddy. Alors attention, Teddy, je vais te basculer. Oui. T'inquiète pas, ça va pas être douloureux. Pas de souci. Alors, attends. On va vous mettre Teddy Furon, directeur de recherche à l'INRIA. Teddy, le floor est presque à toi. Attends. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, bah, tu peux y aller. Teddy, c'est bon pour nous. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je vais vous faire une présentation sur les différentes techniques pour détecter qu'un contenu est généré par une IA. Et donc, je suis Teddy Furon. Je suis chercheur à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Alors, avant, il y a quelques mots sur mon parcours. Donc, je suis directeur de recherche à l'INRIA. Je suis responsable d'une équipe de recherche sur la sécurité de l'intelligence artificielle et du machine learning. Mais en fait, je vais surtout vous partager aujourd'hui 25 ans d'expérience en tatouage numérique. En fait, j'étais l'un des premiers doctorants en France à travailler sur le tatouage. J'étais au siècle précédent. Alors, je suis un académique, mais j'ai aussi des collaborations avec l'industrie. J'étais chercheur à Thomson et à Technicolor. J'étais consultant pour Movilabs. Movilabs, c'est le conseiller technique des Six Majors à Hollywood. Je suis cofondateur d'Imata, qui est un provider de solutions de tatouage pour images fixes. Et puis aussi, j'ai été conseiller scientifique pour Meta et Content Arnance Inavica. J'ai participé aussi à des comités de standardisation comme le CP-Twig. Ça, c'était dans les années 2000 pour la protection des DVD et des Blu-ray avec des techniques de tatouage. Et j'ai fait aussi partie de l'I3 Information Forensic and Security Technical Committee. Alors voilà, comment détecter qu'un contenu a été généré par une IA? Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la data provenance. Alors ici, data, ça va être des contenus multimédia, des images, de l'audio, du vidéo, du texte. Et la provenance, ça va être, est-ce que ça a été généré par une IA? Et si oui, laquelle? Alors moi, je pense qu'il y a 4 moyens techniques de répondre à cette solution. Qu'on peut regrouper en 2 approches. Il y a les méthodes passives. Passive au sens où on ne va rien faire de spécial quand on génère le contenu, et puis les méthodes actives qui sont les métadonnées et puis le tatouage numérique. Alors, on va parcourir ces 4 méthodes au pas de course, surtout pour les 3 premières, et puis en dire un peu plus sur le tatouage numérique. Alors, la première idée, c'est donc de faire de la recherche par similarité, c'est-à-dire qu'on va se dire toutes les images générées par une IA, on va les stocker dans un registre, dans une base de données. Et puis quand on va trouver une image sur Internet, celle-ci par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on va se poser la question, est-ce qu'il y a une image similaire dans notre base d'images générées? On va rechercher l'image similaire, la plus similaire, et puis si la similarité est assez forte, on va dire oui, cette image sur Internet, c'est une quasi-copie de cette image qu'on a générée. Et on va pouvoir même remonter des métadonnées s'il y a des métadonnées associées à cette image générée. Par exemple, cette image a été générée à telle date avec telle IA générative. Alors pour faire ça, on a besoin de 2 technologies. Il y a ce qu'on appelle la représentation, c'est qu'en fait on ne va pas stocker des images, on va stocker des features, des fingerprints, des perceptual hash, ça a plusieurs noms dans la littérature,
qui sont discriminatives au sens où deux images qui n'ont strictement rien à voir ont des descripteurs très différents, mais robustes au sens où une image et sa quasi-copie ont des représentations, donc des modèles mathématiques très, très similaires. Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle le nearest neighbor search, c'est-à-dire comment en une fraction de seconde trouver l'élément le plus proche, la représentation la plus proche dans ma base de contenu. Alors ça, c'est une technologie qui fonctionne. Vous connaissez tous Shazam, vous connaissez tous comment YouTube fait de la monétisation. Donc YouTube va essayer de retrouver le contenu le plus similaire au contenu uploadé pour voir que c'est une quasi-copie, par exemple, d'une œuvre copyrightée. Et puis on peut penser par exemple à Google Search. Le seul problème, c'est que c'est quand même une technologie qui coûte relativement cher. Et donc là, on se dit, est-ce que ça peut fonctionner à l'échelle des contenus générés par IA? Et là, je vais vous montrer une étude qui est déjà assez vieille, parce que ça date de juillet 2023, où on estimait qu'à cette époque-là, il y avait déjà 15 milliards d'images générées par une IA. Et ça, 15 milliards, c'est plus que le nombre d'images créées par les humains. C'est une estimation. En 2023, on savait déjà qu'il y avait 34 millions d'images qui étaient générées par DALL-E par jour. Et donc, on se dit que là, la Similarity Search, ça ne va pas être scalable. Ou alors, ça l'est techniquement, mais ça va coûter extrêmement cher. On va passer à la deuxième méthode passive, qui est le forensics. Alors, le forensics, ça consiste à essayer de trouver des traces statistiques dans le contenu qui sont typiques d'un procédé de fabrication. Alors, par exemple, pour les images réelles, on peut, chaque capteur a une certaine marque, chaque processus d'acquisition a une certaine marque, que ce soit donc capté par un CMOS ou un CDD, suivant la compression JPEG qui a été faite et par quel algorithme. Tout ça, ça laisse des traces, et puis comme ça, on peut donc authentifier la manière dont cette image a été acquise. Et on se dit, on va peut-être faire la même chose, peut-être que l'IA générative aussi laisse des traces. Ça, c'est une technologie qui est déjà déployée, notamment par les Law Enforcement Agencies. Ça, c'est en fait les polices nationales, qui par exemple s'en servent pour savoir si telle image a été prise par tel appareil photo ou par tel type d'appareil photo, pour localiser aussi des modifications dans les images. Alors le problème ici, c'est que quand on veut appliquer ça à l'IA générative, on se dit, à chaque nouvelle IA générative, il va falloir accumuler énormément d'images générées par cette IA pour pouvoir justement identifier ces traces statistiques qui sont typiques de cette IA. Sachant que ces traces statistiques, en fait, elles ont tendance à s'évanouir quand on va éditer l'image générée, quand on va la compresser, quand on va faire un downscaling, quand on va faire un cropping, et donc tout ça, ça va avoir tendance à disparaître. Un autre problème, c'est que cette approche forensique, cette approche passive, elle est purement empirique. En fait, il n'y a aucune garantie sur, par exemple, ce qu'on appelle les false positive error rate, c'est-à-dire le nombre de faux positifs qu'on va faire. Un faux positif, c'est une image qui n'a pas été générée, et puis un autre détecteur va dire si, moi je suis persuadé, j'ai trouvé des traces dans cette image. Alors une illustration de ça, c'est par exemple cette image-là qui vient d'un article scientifique qui a été publié par une équipe italienne, où effectivement, par exemple, on voit les traces statistiques typiques de quelques générateurs d'images. On voit par exemple que Latent Diffusion, Stable Diffusion, Midjourney ont des traces très similaires. Donc ça, c'est une représentation dans le domaine de Fourier. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir, ça va être très difficile de distinguer en fait ces trois générateurs d'images. À l'opposé, on a DALL-E Mini, DALL-E 2 et DALL-E 3 qui ont des traces statistiques qui sont vraiment très différentes. Mais on peut se constater que par exemple DALL-E Mini ici laisse énormément de traces statistiques, alors que DALL-E 2 en a vraiment de traces subtiles, et donc ça va être beaucoup plus difficile d'identifier les images générées par DALL-E 2. On va passer maintenant aux méthodes actives avec les métadonnées. Alors je suppose que vous savez tous ce que c'est que des métadonnées. C'est dans un fichier qui décrit une image, il y a une partie qui décrit donc la valeur des pixels, et c'est ce qu'on utilise pour visualiser l'image sur l'écran, mais il y a aussi plein d'autres données auxiliaires qui sont stockées dans le fichier. Le seul problème de ces métadonnées-là, c'est qu'on peut facilement les modifier, et puis même on peut facilement les stripper, les enlever. En fait, il y a une étude en 2019 qui a constaté qu'il y a 97% des images sur Internet qui n'ont plus de métadonnées.
Et effectivement, les réseaux sociaux ont tendance à les enlever parce que les métadonnées, ça ne sert à rien, on les affiche jamais et ça prend de la place sur les disques durs. Mais récemment, il y a une initiative qu'on appelle le C2PA, donc une initiative qui a été fondée par Adobe et qui est maintenant rejointe par plein de grands groupes ici. Et l'idée ici, c'est de se dire, on va essayer d'incorporer une primitive cryptographique bien connue, qui est la signature numérique, afin de pouvoir empêcher toute modification des métadonnées. Si vous modifiez les métadonnées, la signature ne sera plus correcte. Si vous modifiez les pixels de l'image, la signature ne sera plus correcte non plus. Et donc ça donne un moyen facile pour le consommateur, pour l'utilisateur. Donc il y a des extensions Chrome par exemple, ou même certains réseaux sociaux vont vérifier que les métadonnées sont correctement signées. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez peut-être vu des images comme ça, où là il y a un petit logo ici avec un CR qui vous indique qu'il y a des métadonnées et qu'elles sont signées. Elles sont authentiques. Et donc, quand vous cliquez dessus, on vous fait un petit résumé pour dire, voilà, cette image, elle a été générée par une IA et celui qui a signé ce certificat, c'est Adobe. Donc, autrement dit, cette image a été générée par Firefly. Alors, les avantages des métadonnées, c'est que c'est une solution qui est relativement peu chère. Il suffit juste de gérer une PKI, donc ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il y a quand même des questions sur savoir... Il y a quand même une autorité qui va distribuer les clés publiques, clés secrètes pour signer les certificats. Et donc, du coup, comment ça se passe? Si moi, je lève la main et que je veux demander un couple clés secrètes, clés publiques, on va me donner comme ça? Ou peut-être qu'on va me demander certaines, essayer de montrer que quand même je sais cacher des clés secrètes dans mes logiciels ou dans mes appareils photo. Et donc là, on voit qu'en fait, si quelqu'un arrive à voler la clé secrète, signer les métadonnées, en fait, c'est fichu, quoi. Un autre problème aussi, c'est que signer les métadonnées, ça n'empêche pas de les retirer. Et comme 97% des images sur Internet n'ont plus de métadonnées, c'est tout à fait normal de croiser des images sans aucune métadonnée. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur la quatrième méthode. C'est une méthode active, et c'est ce qu'on appelle le tatouage numérique. Alors là, je vous resserre un transparent que j'ai fait il y a 25 ans, pendant ma thèse, qui explique ce que c'est que le tatouage numérique. Donc c'est l'art et la manière de cacher un message dans un contenu hôte, qui peut être une image, une vidéo, de l'audio, du texte. On a un premier algorithme qu'on appelle l'embedder, qui va prendre le contenu hôte, donc une image originale, qui va prendre un message. Alors c'est un message binaire, c'est pas une image subliminale, c'est un message binaire qu'on veut transmettre. Donc une suite de 0 et de 1 qui sera interprétée par un ordinateur. Cet embedder va donc mélanger les deux pour faire une image tatouée. C'est-à-dire qu'il va modifier la valeur des pixels de l'image originale afin d'y imprimer un signal modulé qui encode le message à cacher. Et une première contrainte, c'est que l'utilisateur ici, l'humain, ne doit faire aucune différence entre l'image originale et l'image tatouée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imperceptibilité. La deuxième chose que je veux, c'est je veux cacher quand même un message qui soit suffisamment long. Je veux cacher un message qui est suffisamment de bits. Ça, c'est ce qu'on appelle la payload. La troisième caractéristique, c'est que je veux que ce tatouage soit robuste. C'est-à-dire que même si l'image tatouée subit des transformations, eh bien, le deuxième algorithme qui est le décodeur, il puisse retrouver le message qui a été caché. Jusqu'à un certain niveau de dégradation. Et donc, il y a un compromis entre l'imperceptibilité, la payload et la robustesse. On peut cacher énormément de bits dans une image, et du coup, ça sera ou bien très peu robuste, ou bien très perceptible. Alors ça, cette technologie-là, elle est tout à fait mature, et je pense qu'aujourd'hui, sans le savoir, vous avez été exposé à des contenus tatoués. Alors par exemple, si vous regardez la presse, que ce soit la presse papier ou les sites web, eh bien les images des photoreporters sont tatouées. Alors c'est quoi le message qui est caché dans ces photos? Eh bien ce sont l'identifiant de l'agence photo. Et donc il y a un système automatique qui parcourt tous les jours la presse et qui va détecter les tatouages et qui va faire un système de facturation automatique pour dire à, par exemple, l'AFP, attention, aujourd'hui, le Monde a utilisé 4 images à vous. De même, si vous regardez la télé ou si vous écoutez la radio, sachez que l'audio est tatoué. Le message qui est caché, c'est l'identifiant de la chaîne radio ou de la chaîne télé.
À quoi ça sert? Ça sert à faire de la mesure d'audience. Quand on vous dit hier, il y a 6 millions de Français qui ont regardé le match de foot, c'est parce que, en fait, Médiamétrie utilise le tatouage de chez panélistes pour savoir à quel moment ils regardent, à quelle chaîne et quel moment ils regardent cette chaîne. Si vous allez au cinéma, il faut savoir que ce que vous voyez sur l'écran est tatoué. L'identifiant, c'est le numéro de la salle, le numéro du cinéma, de la salle de cinéma, et aussi un timestamp. Si bien que sur les contenus piratés contre le Darknet ou sur les réseaux peer-to-peer, eh bien Hollywood sait quand est-ce qu'a eu lieu le camcorder. Et donc du coup, Hollywood va taper sur les doigts du propriétaire de la salle de cinéma pour lui dire qu'il ferait bien de faire un peu plus attention à qui regarde nos films. Si vous streamez des vidéos sur un système IPTV, eh bien, certaines chaînes, certains distributeurs utilisent le tatouage pour cacher votre identifiant dans les contenus. Si bien qu'encore une fois, si vous piratez ce contenu sur les réseaux de peer-to-peer, on sait vous retrouver, on sait vous blacklister. Pareil sur, par exemple, les EPUB, notamment pour tout ce qui est des bandes dessinées au format numérique. Il y a un système de tatouage sur certains portails. Donc voilà, c'est une technologie qui est mûre, qui est déployée. Personne ne le sait parce que c'est invisible, mais le tatouage est partout. Et donc en 2002, fin 2002, début 2003, certaines personnes se sont dit mais peut-être que le tatouage, ce serait finalement l'outil idéal pour savoir si une image, ou si un contenu, un texte ou de l'audio a été généré par une IA générative. Et donc on va explorer cette piste. Alors un premier travail que j'ai fait, qui a été publié donc à la conférence ICML en 2024, c'était donc sur l'audio. On a une IA générative qui fait du text-to-speech, donc qui va générer du speech avec la voix de Barack Obama ou de Donald Trump. Et donc un utilisateur va utiliser ça par exemple pour faire un fake. Et donc nous on s'est dit on va d'abord générer l'audio, la voix, et puis après coup on va appliquer un tatouage. On va superposer à cette voix qui a été générée un signal de tatouage qui encode un certain message. Après on se dit qu'en audio en fait ce qui se passe souvent c'est que l'utilisateur malveillant va prendre un petit bout de cette voix générée et va le remettre dans de l'audio qui est légitime, donc du background ou alors un speech de Barack Obama, il va juste changer quelques phrases. Donc du coup, ce contenu-là qu'on analyse, on ne sait pas trop si c'est généré par IA ou pas, parce qu'en fait, il n'y a qu'une fraction de ce speech qui a été remodifié par l'IA. Donc ça ne sert à rien de se dire, est-ce que ce contenu est généré par IA? En fait, ce qu'il faut faire, c'est localiser les endroits où il y a du contenu généré par IA. Et ce qu'on arrive à faire ici, on a un détecteur, et donc vous voyez, quand le speech n'est pas... Quand c'est du speech authentique, il n'est pas tatoué, le détecteur ne répond rien, et puis tout d'un coup, sur cette phrase-là, hop, il a vu que cette phrase a été générée par cette IA. Un deuxième... Alors, donc, après, on s'est dit, oui, mais ça peut marcher si, en fait, l'IA générative, j'ai accès dans un cloud. Si bien qu'on peut d'abord générer et après tatouer. Après, ça ne fonctionne pas si cette IA, en fait, on la vend à des clients parce que peut-être qu'ils vont retirer juste la brique tatouage. Ou ça ne fonctionne surtout pas en open source. Si je mets ce modèle, cette IA disponible sur OpenFace, il y a des gens qui vont tout de suite retirer la brique tatouage pour avoir du contenu non tatoué. Donc on s'est dit, est-ce que c'est possible maintenant de fusionner la fonctionnalité tatouage à l'intérieur de l'IA générative? C'est-à-dire qu'ici, on a pris Stable Diffusion, qui est un modèle d'IA générative disponible sur OpenFace, très connu, et on s'est dit, est-ce qu'on peut fine-tuner cette IA générative de telle manière à ce qu'elle crée nativement des images qui sont tatouées? Donc ici, on a modifié les poids du modèle de telle manière à ce que le message caché soit dans les images, dans toutes les images qu'il génère. Pour répondre à cette problématique de et pour l'open source. Donc par exemple ici je vous montre des images. Ici ce sont des images pour deux prompts différents, de l'IA
générative sans tatouage, donc le Stable Diffusion pour l'étagère chez Uglyface. Et ça, c'est les images générées avec les mêmes prompts, le même seed, sur Stable Diffusion qui a été fine-tuné afin qu'il y ait maintenant un signal de tatouage. Et donc là, normalement, vous ne voyez aucune différence entre ces deux images. Et si moi, je vous montre l'image de différence et que je l'amplifie pour qu'on voit quelque chose, on se rend compte que on a réussi à faire comprendre à l'IA que le signal de tatouage, il doit être en fait localisé là où il y a des textures et des contours sur l'image. Parce qu'en fait, l'œil est extrêmement sensible aux zones de l'image qui sont uniformes. Et donc, si je rajoute le moindre signal de tatouage ici, ça sera visible. Et donc, du coup, il faut faire comprendre que c'est sur les textures et les contours qu'on doit glisser un signal de tatouage. Donc ça, c'est le côté imperceptible. Après, on étudie la robustesse. Et donc ici, je vous montre une courbe qui, sur l'axe des abscisses I, vous donne le taux de faux positif. Encore une fois, le détecteur se trompe. Il me dit que cette image est générée parce qu'elle est tatouée, alors qu'en fait, c'est une image réelle sans tatouage. Et sur l'axe des Y, on a le True Positive Rate qui est, le détecteur ne s'est pas trompé, il dit qu'il y a un signal de tatouage, et c'est vrai, c'est une image qui a été générée tatouée. Et donc on voit qu'il y a un compromis entre les deux. Alors l'une des grandes forces du tatouage, c'est que le False Positive Rate, on sait exactement le calculer et le certifier. En fait, il y a tout un modèle mathématique qui permet d'avoir des garanties théoriques sur le taux de faux positif. Donc, si je vous dis ma technique de tatouage, elle se trompe une fois sur 1 milliard, eh bien il y a vraiment des théorèmes qui permettent de certifier ça. Après, on a donc pris des images générées et tatouées, et puis on les a modifiées. Par exemple, on a augmenté la brightness, on a fait un tout petit crop, où on a combiné un crop avec augmentation de la brightness et puis une compression JPEG, et puis on regarde la probabilité de retrouver le signal de tatouage. Donc plus la dégradation est méchante, moins on a de chances de retrouver le signal de tatouage. Et on est quand même à des performances qui sont de l'ordre de 80% avec une chance sur 1 milliard de se tromper, de dire qu'il y a du tatouage alors qu'il n'y en a pas. Et surtout, ce qui est important ici dans ce slide, c'est qu'on a comparé à l'approche passive forensique, qui est donc de détecter des traces statistiques de l'IA générative sans tatouage. Et on se rend compte que grâce au tatouage, on a un énorme bond en performance. Et deuxième chose, les false positive rates sur du forensique ne viennent sans aucune garantie théorique. C'est-à-dire que pour les mesurer, on est obligé de faire ça de manière empirique. On va bombarder le détecteur forensique de milliers d'images, on va voir combien de fois il se trompe, et puis après on va faire le ratio, puis dire bah voilà, grosso modo c'est de l'ordre de 5. Et après on se dit bah ouais, mais si j'avais bombardé le détecteur forensique avec un autre jeu d'images, est-ce que j'aurais eu la même chose? J'en ai aucune garantie. Ce n'est pas le cas avec le tatouage, et là c'est un grand avantage du tatouage. Maintenant, je vais passer à un troisième article. Maintenant, ce qui concerne le tatouage de texte. On peut se dire que sur l'audio et sur l'image, bah oui, effectivement, ce sont des données qui sont presque continues, donc on peut moduler les valeurs des pixels, on peut moduler les valeurs des échantillons audio pour colporter un signal qui encode un message. Ok, très bien. Et maintenant, sur du texte, comment ça marche? Comment c'est possible, ça? On va changer les mots, c'est ça? Alors, d'une manière assez surprenante, on ne sait pas très bien tatouer du texte. C'est-à-dire au sens où je prends un texte original et je veux encoder un signal, je veux cacher un signal de tatouage, on ne sait pas très bien faire ça. Sauf quand c'est du texte généré. Et donc ça, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Pour vous expliquer ça, j'ai pris la technique la plus simple à comprendre. C'est la technique inventée par Kim Schabauer en 2023. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un LLM, ça ne génère pas du texte. Un LLM, ça génère des distributions de probabilités. Et des distributions de probabilités, c'est des nombres que je peux moduler. Par exemple, si je demande au LLM, écris-moi un essai sur Paul Gauguin, il va commencer, Paul Gauguin était un,
Et donc là, ce qu'il va calculer, maintenant, c'est la distribution de probabilité du mot le plus probable qui vient juste après. Et après, il va faire un tirage suivant cette loi de probabilité pour dire que vraisemblablement, un mot probable, c'est French. Et puis après, il va recommencer pour le mot suivant, et puis après, il va dire artiste. Et puis comme ça, on aura la première phrase, Paul Gauguin was a French artist. Alors comment je fais pour glisser un signal de tatouage là-dedans? Kirschenbauer a décidé de splitter le vocabulaire en deux sous-ensembles. Il y a les mots verts et les mots rouges. Sur les mots verts, je vais augmenter un petit peu leur probabilité. Sur les mots rouges, je vais diminuer un petit peu leur probabilité. Si bien que l'échantillonnage ici, après du prochain mot, il y a plus de chances que ce soit un mot vert qu'un mot rouge. Et à la détection, comment ça se passe? Eh bien, je vais juste prendre ce texte-là, je vais compter le nombre de mots verts, la fraction de mots, tous ces mots, et je vais me dire, ah tiens, elle est relativement grande, et donc du coup, ça veut dire que ça a été un test qui a été généré avec du tatouage. Et donc pareil, il y a un test statistique qui permet de certifier la probabilité de faux positifs. Donc, encore une fois, on peut faire donc, des courbes comme ça, taux faux positif et taux de true positif. Et puis, on peut comparer à une technique passive, donc de forensics. Vous avez plus, par exemple, ici, on peut comparer avec ChatGPT 0. Et on voit en fait l'énorme gain que le tatouage a dans les performances. Alors, on voit aussi qu'il y a une force dans le signal de tatouage. Cette force, elle se comprend très bien. Si je remonte à ce slide-là, je peux booster beaucoup les mots verts et diminuer beaucoup les mots rouges. Ce qui fait qu'à tous les coups, l'échantillonnage va me donner un mot vert. Donc du coup, je vais avoir énormément de mots verts. Mais là, en faisant ça, je risque de vraiment modifier la qualité du texte généré. Et en fait, mon LLM, il va commencer à halluciner sérieusement. Donc il faut y aller quand même mollo. Hein. Et on voit qu'en fait, il y a un compromis entre la force du tatouage, qui dégrade la génération, la qualité du texte généré, et puis la robustesse ou la détectabilité du tatouage. Maintenant, je vais vous parler d'un dernier article qu'on a fait et qui a été publié en décembre à l'URIPS, où on a donc proposé notre propre technique de tatouage. Alors, ici, vous avez la dégradation, une mesure de la dégradation du texte généré, et ça, par exemple, pour la technique de Kirschenbauer, donc les mots verts et les mots rouges, appliqué à 3 LLM différents. Il y avait i3 de Microsoft, il y avait Llama 3 de Meta et il y avait Llama 2 de Meta aussi. Et on voit qu'on a des courbes comme ça parce qu'on va augmenter progressivement la force du tatouage, ce qui fait que notre tatouage sera de plus en plus robuste, mais oui, mais il va dégrader de plus en plus la qualité du texte généré. En noir ici, vous avez la technique de Google DeepMind qui a été publiée dans Nature en octobre dernier. Et on voit que ils font mieux, mais leur performance dépend énormément du LLM de base. On voit que leur technique marche très mal sur Llama 2, mais par contre elle marche très bien sur Phi 3, d'une manière un peu inexpliquée. En bleu, on a ce que OpenAI fait. Enfin, on pense, parce que OpenAI ne publie rien du tout, mais il y a eu quelques fuites. Et donc on a essayé de reproduire la technique de tatouage de LLM. Et encore une fois, il s'ouvre du même problème. Les performances dépendent énormément du LLM de base. Et puis, en violet, vous avez notre technique de tatouage à nous, qu'on a appelée Watermarks, qui, elle, ne dégrade presque pas le texte généré, a une excellente robustesse, et ce, quel que soit le LLM de base. Donc voilà, le tatouage d'IA générative a les avantages suivants. C'est qu'on a une bien meilleure détectabilité, bien meilleure robustesse que la technique passive forensics. Et ça se comprend tout à fait, parce que en forensic, on essaie de détecter des traces statistiques, mais qui sont là par hasard. Il se trouve qu'il y a des traces statistiques. Il se trouve que les IA génératives, pour le moment, pour celles qu'on connaît, laissent des traces statistiques qu'on peut identifier, qui sont typiques du générateur. Alors peut-être que dans le futur, les nouveaux générateurs d'images, ou de texte, ou d'audio, laisseront de moins en moins de traces. Alors que le tatouage, c'est une méthode active, et donc du coup, de manière délibérée, de manière organisée, on va mettre un signal très faible, secret, à l'intérieur de ces données, et donc on laisse de manière intentionnelle les traces statistiques qu'on va détecter plus tard. Un autre avantage du tatouage, c'est qu'on a des garanties théoriques
sur le taux de faux positifs. Ce taux de faux positifs, il peut être extrêmement bas et on peut prouver qu'il est bas. Donc si la technique de tatouage est bien faite. Autre chose aussi, c'est que quand le tatouage il est vraiment fait pendant la génération du contenu, on n'a aucune latence. Ce n'est pas le cas si on génère d'abord du contenu et qu'après on le tatoue. Et donc on a vu que, je vous ai montré qu'on peut en fait inclure la fonctionnalité tatouage au sein de l'IA générative. Mais il y a quand même des limitations du tatouage. D'abord, la robustesse du tatouage dépend énormément du type de contenu que vous générez. Si vous générez des images qui sont complètement plates, ou c'est que ce ne sont que des zones uniformes, il y a très peu d'endroits où je peux cacher un signal de tatouage et forcément il ne sera pas robuste. Si vous demandez à un LLM de combien font 2 plus 2, il va vous dire la réponse est 4. Si vous le redemandez encore, il va vous dire la réponse est 4. Et donc en fait, la réponse du LLM pour cette question-là, elle est déterministe, et donc du coup ça veut dire que j'ai aucun degré de liberté pour cacher quoi que ce soit. Et donc je ne vais pas m'en sortir. Je ne peux pas tatouer une phrase aussi courte et qui a aussi peu d'entropie et aussi déterministe. Donc tout dépend du texte que je veux générer. On peut détecter du signal de tatouage sur 3-4 phrases et s'il y a beaucoup d'entropie dans ce texte. Une autre limitation du tatouage, c'est son interopérabilité. Donc la chose merveilleuse avec le tatouage, c'est qu'il est invisible. Le problème, c'est que le tatouage, il est invisible. Donc quand j'ai une image, elle est tatouée peut-être, peut-être pas, mais il va y avoir différentes techniques de tatouage. Vous avez Meta, OpenAI ont des techniques différentes. Et donc du coup, quand j'ai un contenu, à qui je dois demander en fait? Qui a le détecteur en fait? Et donc ça peut poser problème. Donc c'est pour ça que finalement, en stade de conclusion, je pense qu'à Label 4AI, on se dit qu'il y a des outils qui sont différents par nature, mais qui sont complémentaires. On ne peut pas trop échapper à Stupier, parce que Stupier, c'est dans l'ordre de marche, il y a un énorme consortium, et que maintenant, Stupier va être développé partout, c'est sûr. Enfin, ça n'empêche pas les métadonnées d'être strippées. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter notre technique de tatouage, et puis en plus, on va faire du forensic pour savoir à quel détecteur on doit demander une vérification de ce tatouage. Après, tout ça, il faut se dire, mais quel est le niveau de sécurité de ces techniques-là? Je crois que le maître mot, c'est de se dire, mais c'est qui en fait l'attaquant? Effectivement, si on se dit que l'attaquant, c'est la mafia, peut-être que la mafia a des ressources propres qui peuvent apprendre leur propre IA générative, et bien sûr, ils ne vont pas mettre de métadonnées, et bien sûr, ils ne vont pas mettre de tatouage. Pareil pour les Russes, par exemple. Non, ce qu'on veut en fait, et ce que disent l'EU et AI Act, c'est ce qu'on appelle le Keep Honest People Honest. Voilà, je ne veux pas que l'utilisateur lambda puisse utiliser l'IA générative pour faire de la désinformation à grande échelle. Je vous remercie. Merci beaucoup.